Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Merci à vous de choisir Géopolis Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. Alors que le dialogue entre la RDC et le Rwanda avance sur le terrain au Nord Kivu, le territoire de Walikale est le théâtre des violents affrontements. Comment expliquer ce paradoxe? Tentative d'explication dans cette édition. Et puis, arrestation de 4 femmes membres du groupe Kuluna pour jet des projectiles par la police dans la commune de Ngalema. Vous le suivez également dans cette édition. Et puis à l'international, pour garantir 35% d'intérêts nationaux dans la première mine de lithium au Mali, Goulamina, le gouvernement malien a signé un accord où l'État peut obtenir 30% d'intérêts de projets miniers. C'était là les sommaires, mesdames, messieurs, encore une fois de plus, bonsoir. Je l'ai dit au sommaire, l'Est de la RDC est à un tournant entre espoir de paix et crainte d'un statu quo insécuritaire, alors que le dialogue entre la RDC et le Rwanda avance sur le terrain au Nord Kivu, le territoire de Walikale est le théâtre des violents affrontements. Pour mieux comprendre ce paradoxe, nous vous proposons une tentative d'explication dans cet élément de Patrick Ilunga. Pour la première fois depuis la résurgence du groupe rebelle M23 en novembre 2021, il y a une véritable lueur d'espoir, déclarée début octobre 2024, Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs. À peine le diplomate exprimait son optimisme quant à un retour progressif de la paix que la région enregistrait la reprise des combats avec une montée en flèche des attaques du M23 dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu. Les témoignages de terrain font état d'une avancée des rebelles soutenus par l'armée rwandaise. Nikias Kibelbel, expert en questions militaires, a sa propre lecture de la situation. Il faut noter que les négociations n'ont jamais évolué. Contrairement à tout ce qu'on dit, les négociations n'ont jamais évolué parce que chaque parti a son agenda. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a posé comme préalable le retrait de 4000 soldats rwandais du sol congolais. Les Rwandais posent comme préalable la neutralisation des FDLR. Donc, rien n'a changé. Ça fait 30 ans que les Rwandais chantent sur le FDLR. Donc, ceux qui disent qu'on a évolué, ils se trompent. Mais les négociations, c'est toujours le rapport de force. Lorsque vous êtes fort, vous gagnez. Et dans les rapports de force, les escarmouches comptent aussi. Les attaques à tout moment, ça compte pour montrer que sur le terrain, les choses peuvent changer, il y a des dynamiques. Mais le vrai problème qui se pose pour les Congolais, c'est de disponibiliser les hommes, la troupe, pour récupérer les localités qui sont aujourd'hui occupées par la RDF. Dans ce contexte de confusion, le Rwanda et la RDC avaient déjà convenu de lancer ensemble ce 5 novembre à Goma le mécanisme ad hoc renforcé de vérification. La réunion entre les ministres des deux pays est quant à elle prévue le 16 novembre prochain. Voilà, vous venez de suivre un élément de Patrick Ilunga qui est avec nous ici sur ce plateau pour d'amples détails. Bonsoir à vous Patrick Ilunga. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Alors, les affrontements dans les territoires de Walikale sont devenus quotidiens. En même temps, les pourparlers semblent avancer entre la RDC et le Rwanda. Comment expliquer cette situation et comment en sortir? D'abord, c'est une sorte de paradoxe. Comment expliquer que, d'une part, la situation
on va dire, politique, les pourparlers ou bien le dialogue politique semble avancer avec le Rwanda, mais de l'autre part, sur le terrain, ça s'empire un petit peu la guerre s'enlise. C'est une sorte de paradoxe, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en réalité, c'est une illusion parce que les pourparlers ou bien sur le terrain diplomatique ou bien politique, ça n'a pas vraiment beaucoup avancé, j'explique. D'abord, du côté congolais, ça a avancé un petit peu parce que la délégation congolaise a reconnu qu'il y a des FDLR ici, c'est des autorités publiques, et que le Congo s'est engagé à combattre les FDLR, à les neutraliser parce que selon le Rwanda, les FDLR constituent une menace pour la sécurité du Rwanda. Donc ça, c'est l'avancée du côté congolais. Mais du côté rwandais, il y a une sorte d'ambiguïté. Kigali semble s'enfermer dans une sorte d'ambiguïté parce que dans les négociations, le Congo a obligé que l'opération pour la neutralisation de FDLR soit couplée, c'est-à-dire soit simultanée à une autre opération, c'est-à-dire le retrait des troupes rwandaises au Congo. Il faut dire que selon beaucoup de rapports, dont celui des experts de l'ONU, il y a 4000 soldats rwandais ici au Congo. Alors, le Rwanda, dans les négociations, semble avoir accepté, avoir admis, en tout cas avoir reconnu qu'il y a des troupes rwandaises ici au Congo. Mais dans le communiqué final, ils mettent une sorte de phrase un petit peu ambiguë, disant que le Rwanda s'engage à lever, pour la levée des mesures sécuritaires de l'armée rwandaise au Congo. Ça ne veut pas dire, clair, voilà, ça ne veut pas dire quelque chose de... Bon, ça ne veut rien dire en réalité, mais cette phrase-là, les autorités congolaises l'ont analysée, en tout cas l'ont interprétée comme étant l'engagement du Rwanda pour retirer ses troupes. Alors, une fois que le communiqué a été rendu public, les autorités rwandaises ont commencé à nier. En tout cas, ils sont presque au point zéro, c'est-à-dire dans la dénégation. Ils ne veulent même pas reconnaître qu'il y a des troupes rwandaises au Congo. Ça, c'est le côté, on va dire, blocage, l'illusion de l'avancement. En réalité, ça n'a pas beaucoup avancé. Mais de l'autre côté, il y a quand même une avancée parce que, j'explique là aussi, le Rwanda et la RDC qui sont dans des négociations avec les experts sécuritaires, on va dire les officiers militaires, mais il y a aussi la réunion des ministres des Affaires étrangères du Rwanda et ministre des Affaires étrangères du Congo. Là, ils ont mis en place un nouveau mécanisme de vérification de toutes les opérations, bien de toutes les allégations sur terrain. Ça s'appelle le mécanisme renforcé de vérification. Alors, le mécanisme renforcé de vérification doit compter et les experts rwandais et les experts congolais. Alors, cette nouvelle structure, c'est une nouvelle structure qui est censée être lancée déjà mardi 5 novembre à Goma, selon le programme initial. On ne sait pas si entre-temps, les choses vont changer. Alors, la délégation, on va dire les experts se sont mis d'accord d'abord sur les listes. La liste rwandaise a été acceptée par les Congolais et la liste congolaise a été acceptée par la délégation rwandaise. Là, on peut dire que c'est l'avancée qu'on peut, on peut saluer, quoi. Voilà. Mais Patrick Ilunga, il faudrait qu'on se le dise, à chaque fois qu'il y a une avancée en termes de négociation, on remarque toujours que sur le terrain, le M23 essaye un peu de contredire ce qui est dit dans tous ces dialogues. Alors pourquoi les autorités de Kinshasa refusent-elles de parler directement avec les rebelles ? Voilà, avant de répondre à cette question, d'abord je souhaite ajouter quelque chose dans l'échéance à venir. Il y a la réunion ministérielle qui doit intervenir le 16 novembre, parce que le 31 octobre, les experts militaires, les experts de renseignement aussi se sont rencontrés à Luanda, RDC Rwanda, à Luanda, en Angola. Maintenant, ils ont fixé pour le 16 la réunion ministérielle. Donc, la ministre des Affaires étrangères va rencontrer le ministre des Affaires étrangères rwandais. Ce sera en Angola. Alors, pour revenir à votre question, selon beaucoup d'experts, beaucoup d'analystes, le M23 essaie juste de faire monter les enchères, montrer ses biceps pour être invité à la table des négociations, parce que vous le savez, ils ne sont pas invités à la table de négociation parce que les autorités congolaises refusent de négocier avec les rebelles. Bon, ça n'a pas commencé comme ça. Lorsque les négociations
été lancé, c'était je crois en avril 2022, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Les autorités congolaises avaient invité tous les groupes rebelles, y compris le M23. Mais non, ironie du sort, c'était le jour où les négociations commençaient, c'était le même jour que les M23 ont lancé les hostilités, on va dire les affrontements sur terrain. Alors pour eux, c'était sûrement une méthode, bien une technique pour montrer qu'on est fort, donc on pèse plus que tous les groupes armés, donc notre voix sera prioritaire, on va nous entendre. Mais les autorités congolaises ont fait une autre lecture, ils ont estimé que comme on a ouvert les négociations avec tout le monde, vous y compris, et que vous entamez, d'autre part vous vous battez, on vous considère désormais comme des terroristes. On ne pourra jamais parler avec des terroristes. C'est là que tout le blocage est arrivé. À l'époque, ça s'appelait processus de Nairobi. Mais le processus s'est enlisé pratiquement. Aujourd'hui, c'est le processus de Luanda qui continue. Et voilà la raison pour laquelle les autorités congolaises ne veulent pas dialoguer directement avec les rebelles. Pourtant, eux, c'est leur revendication. Ils veulent ouvrir le dialogue, on va dire les négociations avec les autorités directement. Voilà, je pense que c'est tout pour ce soir. Merci à vous, Patrick Kilunga, pour ces éclaircissements. Je vous remercie, Damani Moujiga. Poursuivons avec l'actualité, avec cette information en bref, en lien avec cette dynamique régionale. 14 États, dont la République démocratique du Congo, verront leur bilan en matière des droits de l'homme examiné lors de la 47e session du groupe de travail du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cet examen qui se tient à Genève du 4 au 15 novembre 2024 vise à améliorer la situation des droits de l'homme sur le terrain. La RDC sera spécifiquement examinée le mardi 5 novembre. Parallèlement à ces enjeux, la sécurité à Kinshasa suscite également des préoccupations. 4 femmes, membres de groupe Kuluna, ont été interpellées par la police pour jet des projectiles dans la commune de Ngaliema. Suivez. Une tension a éclaté à Malueka dans la commune d'Ngaliema en raison d'une altercation entre 2 groupes de bandits urbains appelés Kuluna. Alertée, la police des pompages a rapidement intervenu entraînant l'arrestation des 4 femmes en pleine action des jets des projectiles. Le commissaire supérieur adjoint Jean-Marie Couette a signalé que les hommes avaient pris la fuite, laissant ces jeunes filles derrière. Les lots au 3e fois, Bazobenga. Boutou 2 fois. Kaka Sulemangi a venu Mambeko. Les bengi a malone na tindi mutuka et kendikuna. Bambele bakimi, basi bakimi. Bazo confirmer moi so alati, moi là-bas après la championne à Obama. Donc, on va faire un kati ya mouvement ba kuluna. Oyo so sala musala kuna na Malueka. Donc, tout là la pongite kuna c'est chaque fois que makambo ne sale maka. Les habitants fatigués par l'insécurité ont exprimé leur détresse, indiquant qu'il faut plus de patrouilles de police pour dissuader les malfrats qui se cachent après chaque intervention. Dans un autre incident, un homme d'une trentaine d'années, également membre de Kuluna, a été arrêté pour tentative de vol avec violence après avoir menacé une femme avec une machette. Le deux vivent dans la même avenue, comme c'est le cas dans de nombreux quartiers où les Kuluna s'en prennent à leurs voisins sans que ceux-ci ne réagissent par peur des représailles encore plus violentes. Nazaleta ngabo na kato lupango bana bazalite bakenda ke église namona ka ya muke mama yaya moko azobenga yo na uti na se na kiti na bimi na koti na kiti na se nini yo oke ko lebepa na biso ngai yo mona ngai nde na misele ki convaye no licheti pona kata e ngali obi ezali yo ndo mise convaye abe osakana ngai misi licheti na kata yo olina bomo siko yo ndoko zawa na bandi kozonga sima yeba bandi kozonga sima abibi na portail eta asala musala na bango po bazonyokola biso ngande na sabana comme l'insécurité bongo soki akati mwana ngande yemo na muloko abike na kokata bana na omike mike soki omemi ngoko fundanga na la police. La police appelle la population à dénoncer les actes criminels. En contrepartie, la population attend d'une part que la police agisse avec professionnalisme pour ne pas l'exposer aux représailles de ces malfrats et d'autre part, elle invite la justice à jouer son rôle afin que, une fois ces Kuluna arrêtés, ils purgent leur peine comme il se doit.
Dans un registre différent, les atteintes contre les journalistes sont en baisse en RDC, dit un rapport de l'ONG Journalistes en danger rendu public le samedi dernier. Cependant, cette ONG déplore une forme de censure qui s'est installée dans les chefs des professionnels des médias. Ils sont astreints au silence du fait des intimidations lesquelles émanent des personnalités du paysage politique et sécuritaire du pays. Patrick Ilunga et Giscard Tamba. L'ONG Journalistes en danger a choisi une date symbolique pour rendre public son rapport annuel. Le 2 novembre, journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, est ainsi devenue un rendez-vous pour faire le point sur la situation de l'exercice du métier de journaliste en RDC. Cette année, GED s'est réjoui d'une baisse des emprisonnements des journalistes du fait de leur travail, de l'évolution du cadre légal avec les avancées induites par la nouvelle loi sur la presse, et du gain par la RDC des places au classement de Reporters sans frontières. Une embellie qui ne saurait cacher cependant la censure qui s'est installée au pays. Chivit Sivwadi, secrétaire général de GED, explique. Nous constatons qu'il y a une forte poussée politique à la restriction des espaces de liberté et d'expression. Il y a comme une politique qui vise à entraver la circulation d'informations et à faire taire ce qu'on appelle des voix discordantes ou des voix critiques. Et cela se passe à travers les intimidations contre les journalistes, à travers les suspensions des émissions, à travers la fermeture des médias. Et nous avons voulu mettre en avant les personnes responsables que nous avons aujourd'hui comme des figures emblématiques ou ceux qui représentent évidemment cette censure. Des figures connues du monde politique, judiciaire et sécuritaire sont identifiés comme le nouveau visage de la censure en RDC. Le ministre de la Communication et Médias, qui n'épouse pas forcément la thèse de GED, fait part de sa réserve. Il faut regarder la question dans la globalité. Pour aller point par point, il y a un contexte général, malheureusement, le contexte de la guerre, qui porte en lui-même les germes des attaques sur les journalistes. Dans un contexte mondial dominé par la guerre et les conflits, dans un contexte mondial où les populations sont envahies par les machines de la désinformation et des fake news, vous ne pouvez pas empêcher aux organisations établies d'essayer de donner des réponses. Sûrement que nous ne regardons pas la question de la même manière. Au cours de la conférence, un panel d'experts a ouvert une discussion avec les professionnels des médias. Au cours des échanges, un mot est revenu de manière systématique, la responsabilité. Les journalistes se doivent de faire preuve de responsabilité en tenant compte d'un contexte général. Le procès opposant le ministère public à François Robota, ancien ministre du Développement rural, et à l'homme d'affaires Mike Kassenga a été renvoyé au 18 novembre par la Cour de cassation à Kinshasa. Cette décision permet aux prévenus de prendre connaissance du dossier où ils sont accusés de surfacturation dans un contrat d'installation de forage et de construction de stations de traitement d'eau en RDC. Le président de la Chambre a précisé que le délai de 2 semaines est suffisant pour la préparation des prévenus, ajoutant que le dossier comprend 195 pièces et non 1843 comme l'avait affirmé un avocat de la défense, François Robota, et Mike Kassenga, patron du consortium Stever Construct Cameroun, SRL et Sotra Water, sont soupçonnés de détournement de fonds publics liés à ce contrat. Affaire de l'hôpital cinquantenaire, le juge des référés du Conseil d'État a entendu ce lundi 4 novembre 2024 la demande de suspension introduite par la société Padiat concernant la résiliation du contrat par le ministère d'État et ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec l'hôpital cinquantenaire. Lors de cette audience, les avocats du ministère de la Santé ont affirmé que le Conseil d'État n'est pas compétent pour statuer sur ce type
type de litige qui relève du droit civil des obligations. En outre, ils ont soulevé l'irrécevabilité du recours en référé pour 5 raisons, notamment en soulignant que la personne ayant saisi le Conseil d'État n'est pas celle qui engage la société Padiat. Suivez plutôt ce propos recueilli par Maryse Bouleli. Le juge de référé du Conseil d'État vient d'entendre la cause en référé suspension telle qu'il est par la société Padiat. La société a exposé ses moyens. Nous avons répondu. Premièrement, nous avons démontré que le juge de référé du Conseil d'État n'est pas compétent, étant donné qu'il s'agit de matières contractuelles qui sont régies par les droits civils des obligations. Nous avons également démontré l'irrécevabilité de ces recours en référé suspension par 5 moyens d'irrécevabilité, notamment la personne qui a saisi le Conseil d'État, ce n'est pas la personne qui engage la société Padiat. Et nous avons démontré également que la décision du ministre de la Santé publique, l'hygiène et prévoyance sociale n'a pas la nature d'une décision administrative. C'est une décision qui rentre dans le cadre de l'exécution ou de l'exécution du contrat, étant donné que l'article 82 du Code civil livre 3 renferme une clause résolutoire du moment où une des parties au contrat ne remplit pas ses obligations. C'est le cas où le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a constaté dans le chef de la société Padiat une exécution de la plupart de ses obligations. Il n'est resté pour le ministère que la seule voie, celle de résilier le contrat. Et si la société conteste cette résiliation, ce n'est pas devant le juge administratif qu'elle doit se pouvoir, c'est devant d'autres instances. Voilà, nous avons également plaidé que cette affaire ne sera pas déclarée fondée. Et le 12e congrès international de l'Association des anciens de la faculté de médecine AFMED s'est ouvert ce lundi 4 novembre au Sultani River Hotel sous le thème éthique et déontologie des professions de santé, droits des patients. Cet événement réunit des experts, des professionnels de la santé et des acteurs clés du secteur. Il a été inauguré par le ministre de la Santé, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba. Maryse Bouleli. Dans son discours d'ouverture, ce lundi à Kinshasa, lors du 12e congrès international de l'Association des anciens de la faculté de médecine, AFMED en sigle, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a souligné l'importance cruciale de réformer en profondeur le système de santé national. Il a évoqué la nécessité de passer d'un modèle distributif contributif. Nous sommes dans une refondation totale de notre système de santé, étant donné qu'il a été basé pendant très longtemps sur un modèle qui a montré ses limites, notamment ce modèle de l'État qui donne des soins de santé, ce qu'on appelle le système distributif. Nous allons maintenant dans un système contributif où chacun participe. Ceci nous permettra d'élargir l'assiette qui fera que tout le monde pourra accéder aux soins de santé. Le ministre a mis en lumière les défis persistants du système de santé, tels que l'accès inégal aux soins et les insuffisances dans les infrastructures sanitaires. Il a appelé à des investissements significatifs dans les secteurs de la santé pour améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels de santé, tout en rappelant l'importance d'une hygiène adéquate et des services publics permanents. Nous sommes en train de nous battre avec les députés pour que le budget de la santé reflète cette vision d'aller vers un investissement plus important qui permette à ce que nous travaillons dans des meilleures conditions. Au cours de la cérémonie, un hommage a été rendu au professeur Dr Isaac Faustin Mouteta. Ces moments a particulièrement ému sa fille, Nicole Mouteta, qui a exprimé son profond respect et son admiration pour son père, soulignant son engagement indéfectible envers la médecine et la santé pour tous. Le congrès de cette année mettra en lumière les meilleures pratiques en matière d'éthique et de déontologie, tout en abordant les droits des patients dans les cas
cadre d'un système de santé en pleine transformation. Les participants auront l'opportunité de partager leurs expériences et de proposer des solutions innovantes pour relever le défi actuel. Restons en santé pour parler de la grève des pharmaciens. Ces derniers déplorent les tracasseries de la part des services étatiques, mais selon le président du conseil provincial de l'ordre des pharmaciens de Kinshasa, ces contrôles visent à assainir le secteur. Suivez. Les tenanciers des pharmacies à Kinshasa ont annoncé un mouvement de grève de 3 jours à partir de ce lundi 4 novembre jusqu'au mercredi 6 novembre 2024. Selon une note qui a circulé, ils déplorent les tracasseries de certains éléments de la police qui n'ont pas d'ordre de mission authentique, ainsi que les exigences concernant les autorisations d'ouverture. Le président du conseil provincial de l'ordre des pharmaciens de Kinshasa, le docteur Hervé Koueibila, apporte quelques éclaircissements sur cette situation. Il n'y a aucun pharmacien qui n'est en grève, ils n'en ont même pas l'intention. C'est vrai que depuis le 22 mai de cette année, la CAREP, donc l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, a lancé une mise en demeure enjoignant les tenanciers de pharmacie non autorisés à cesser leurs activités, et c'est là conformément à l'arrêté ministériel du 14 mars 2000. Et toujours le 26 septembre de cette année, le ministre provincial de la Santé, Dr Praticien Gongo, soucieux de la santé des Kinois et des Kinoises, a émis une note circulaire décrétant un moratoire d'1 mois aux établissements de soins de santé, mais aussi aux établissements pharmaceutiques pour se mettre en conformité. Malheureusement, face à ces initiatives nécessaires pour assainir notre secteur, dans le secteur pharmaceutique, les tenanciers de pharmacie non conformes ont semblé décréter en ce jour du 4 novembre une grève pour s'opposer à l'arrêté ministériel du 14 mars 2000. Et sinon, on dit à la population quinoise, les médicaments essentiels sont très accessibles. D'ailleurs, et même ces tenanciers n'ont pas pu observer leur grève. Le docteur Hervé Kouei a également précisé que l'activité de commercialisation des médicaments dans une pharmacie ne devrait être exercée que par une personne ayant obtenu un diplôme en pharmacie et une autorisation d'exercice du ministère de la Santé publique. Et sur le plan sportif, les Léopards ont démarré leur préparation pour la double confrontation face au Sao du Tchad. Cet engagement des joueurs est crucial car l'objectif est de représenter la RDC lors des prochaines compétitions régionales. Blaise Kouzola. Les Léopards à prime retrouvent la tanière près de 2 ans après le CHAN en Algérie. Sous la conduite de Otis Ngoma, le Fauve prépare la double confrontation face au Tchad dans le cadre des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations 2025. Le groupe affiche presque complet. 31 Léopards ont assisté à la séance d'entraînement du 3 novembre 2024 au stade de Martyrs. Au départ, ça c'est un stage de cohésion et d'évaluation. Évaluer ces garçons-là parce qu'il faut savoir qu'on a recensé 760 joueurs au sein du championnat national. On doit jouer le 22 du mois prochain. Donc l'idéal était de voir les garçons qui ont performé dans les premières semaines du championnat et qu'on va continuer à suivre dans les différents matchs et en même temps voir ceux qui, aux 4e, 5e journée, vont faire mieux pour essayer au mois de décembre de fusionner le premier groupe et ce qu'on va récupérer pour faire une équipe très cohérente. Les techniciens ne pourront s'offrir un deuxième stage avec les Léopards. La faute au calendrier des compétitions interclubs de la CAF. Le but de ces stages, parce qu'on a insisté ça, c'est qu'on fasse ces stages-là pour essayer au moins de connaître les garçons. Savoir aussi que dans notre groupe, on a perdu depuis des ans 21 joueurs internationaux qui sont partis chercher
l'herbe verte ailleurs. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de jeunes garçons qui n'ont jamais passé par des sélections nationales, auxquels on récupère et qu'il faut les mettre dans une condition d'intégration. Le deuxième stage, on ne peut pas le faire. On va le faire en même temps dans la foulée du match, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a des équipes engagées en championnat, en Champions League, et ces équipes-là jouent les 15 décembre. Et tant qu'ils jouent les 15 décembre, nous, on ne peut que récupérer les garçons les 16 pour partir directement au Cameroun, afin de préparer le match dans la semaine contre l'équipe tchadienne. La RD Congo va affronter en décembre 2024 le Tchad pour le compte des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2025. Le vainqueur de cette double confrontation sera directement qualifié pour la phase finale prévue en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie l'année prochaine. Madame, Messieurs, à présent, nous allons faire place à la page internationale. En dehors de nos frontières, la suppression des subventions sur les carburants au Nigeria soulève des tensions sociales, illustrant l'impact de ces politiques économiques sur les ménages vulnérables. Blescozola au commentaire. Censé maintenir le coût bas pour le consommateur, les subventions sur le prix du carburant se révèlent inefficaces à long terme et génèrent des effets pervers pour les économies et les ménages les plus pauvres, a constaté un rapport de la Banque mondiale publié le mois dernier consacré aux réformes visant à tourner le dos à la mesure. Le document met aussi en lumière les enjeux liés à la fin de subventions au carburant, en soulignant que leur suppression, bien que nécessaire, soulève de nombreuses questions et impacts socio-économiques potentiels. Pour les experts, mal exécutée, cette suppression entraîne de facto une baisse des revenus des ménages les plus pauvres, aggravant ainsi les inégalités et la pauvreté. Par exemple, au Nigeria, où la subvention a coûté environ 10 milliards de dollars au budget fédéral en 2022, sa suppression a entraîné une multiplication par 3 du prix du carburant, provoquant une hausse de coûts de transport, de la nourriture et de l'électricité. La situation a notamment engendré des manifestations et des appels de certaines organisations de la société civile à la démission du président Bola Tinubu. Au Togo, le FMI a récemment suggéré aux autorités de privilégier les transferts monétaires pour repenser leur stratégie de subvention au carburant. Cependant, le parti prenant hésite dans un contexte où la suppression des subventions entraînerait une hausse de prix à la pompe, alors même que les prix actuels sont déjà perçus comme élevés. Bien que prometteurs, les transferts monétaires ciblés posent des défis en ce qui concerne leur mise en œuvre, surtout dans des contextes économiques et institutionnels fragiles. En mai 2023, le gouvernement malien a signé un accord pour garantir 35% d'intérêts nationaux dans la première mine de lithium du pays, Goulamina. Selon le code minier adopté en 2023, l'État peut obtenir 30% d'intérêts dans les projets miniers ainsi que 5% pour les investisseurs locaux. Blescozola. Le gouvernement malien vient d'obtenir l'application d'un nouveau code minier au projet Bougouni, considéré comme le deuxième projet de lithium du pays. Selon un communiqué publié le 1er novembre dernier par le britannique Codan Minerals, copropriétaire du projet, l'État et les investisseurs locaux détiendront 35% d'intérêts dans la future mine. Il faut souligner que cet accord est une nouvelle victoire pour le gouvernement qui a déjà obtenu plus tôt cette année l'application du code minier de 2023 au projet Goulamina, la future plus grande mine de lithium du Mali. Le code minier révisé l'année dernière porte la participation de l'État d'au plus 20%, précédemment à un maximum de 30% désormais, dont une participation gratuite de 10%. Les investisseurs locaux ont aussi la possibilité d'acquérir une participation de 5%, soit le total de 35%. Dans le cas de Bougouni, le prix d'acquisition convenu pour le 25% d'intérêts supplémentaires à payer par les Mali s'élève à environ 4,3 millions de dollars.
En contrepartie, Kodal Minerals et sa filiale dans le pays, co-détenue par les Chinois Yan'an Mining, dispose désormais d'un permis minier valable 10 ans et renouvelable autant de fois que nécessaire. Pour rappel, Yan'an Mining a investi l'année dernière plus de 100 millions de dollars dans le projet Bougouni afin d'être le propriétaire majoritaire. Bougouni peut livrer 125 000 tonnes de concentré de spodumène sur 4 ans. La deuxième phase d'exploitation de la mine devrait permettre de produire 230 000 tonnes de concentré sur la période 2026-2036. Et pour conclure, faisons un petit tour d'horizon dans les kiosques à journaux avec Domomat, revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La révision constitutionnelle en RDC fait la une des journaux. Congo Nouveau annonce Église catholique et opposition vent debout contre la révision constitutionnelle. Le chef de l'État semble déjà sous pression face à cette question, écrit le journal. La situation sociale est explosive avec des grèves généralisées et l'absence de paix dans l'est du pays. Son projet de modification de la constitution pourrait agir comme un détonateur. La prospérité souligne l'opposition ferme d'Olivier Kamitatou à cette révision qu'il considère comme une manœuvre pour déverrouiller l'article 220 limitant les mandats. Info 27 rappelle qu'il plaidait pourtant en 2010 pour une révision similaire pour renforcer les prérogatives présidentielles. Mais en 2024, s'étonne le tabloïd, le voilà s'opposer à la démarche du président Félix Tshisekedi, remettant en question son intégrité et soulignant un retournement des situations. Sur le même sujet, Africa News cite Wina Lokondo, affirmant qu'aucun intellectuel congolais n'a proposé de nouveaux régimes en dehors des modèles occidentaux. Il n'existe pas de démocratie à l'africaine, distincte de celle occidentale dont la liberté est une valeur centrale. La commission envisagée par Tshisekedi pour élaborer une nouvelle constitution ne produira rien de substantiel. Les membres, triés sans doute sur les volets, auront du mal à définir nos réalités congolaises à intégrer dans la constitution, alors que celle-ci inclut les tribalismes, les népotismes, la corruption, les détournements, l'impunité, les enrichissements sans cause, les haines ethniques, les bars et les églises à foison dont le bruit empêche toute concentration intellectuelle et paisible repos, l'incompétence de beaucoup de gestionnaires publics, l'abaissement inquiétant de la qualité de l'enseignement et du niveau intellectuel des Congolais, les Français davantage parlés dans les familles des parents lettrés, etc. et d'autres problèmes sociétaux qu'il présente comme étant des valeurs actuelles congolaises. La tempête des tropiques indique que Tshisekedi commence à évaluer son gouvernement, suggérant un remaniement imminent dans un climat politique tendu. La référence plus s'intéresse à la guerre à l'Est et rapporte que les experts congolais rwandais ont validé les concepts des opérations pour neutraliser les FDLR et désengager les forces rwandaises. Si, après ces consensus trouvés à Luanda, l'on parle d'une avancée dans les négociations entre experts congolais rwandais, force est de constater que la tension reste palpable. Malgré ces consensus, la tension demeure, le Rwanda via le M23 continuant de violer les cessez-le-feu en conquérant de nouvelles zones. L'agence congolaise de presse annonce des mesures pour améliorer l'accès à l'eau potable à Kinshasa avec des compteurs gratuits pour les abonnés de la régie des eaux et des travaux de remplacement des tuyaux en cours ainsi que des raccordements sociaux prévus pour 50 000 abonnés d'ici un an, dont les inscriptions commencent le 15 novembre de l'année en cours. Sur le registre financier, Géopolis évoque une mission du Fonds monétaire international à Kinshasa pour ouvrir avant décembre 2024 des négociations d'un nouveau programme soutenu par la facilité élargie des crédits et d'un autre programme au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité évalué à hauteur de 2,5 milliards de dollars américains. Enfin, Africa News relaie l'interpellation de Mike Mukebai faite au ministre de la Justice Constant Mutamba. Près de 18 mois après son arrestation, Mukebai, député provincial honoraire de Kinshasa et cadre du parti Ensemble pour la République, alerte sur sa détention préventive prolongée à la prison centrale de Makala. Dans une lettre adressée au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, Mukebai décrit ce qu'il considère être une instrumentalisation politique de la justice. Il appelle le ministre à s'impliquer pour que son dossier soit jugé dans les délais légaux. Fin de cette revue de presse. Au revoir.
Fin de cette livraison de l'actualité. Madame, Messieurs, place au rappel des titres. Alors que le dialogue entre la RDC et le Rwanda avance sur les terrains au Nord Kivu, le territoire de Walikale est le théâtre des violents affrontements. Comment expliquer ce paradoxe? Vous avez suivi une tentative d'explication dans cette édition. Et puis, arrestation de 4 femmes, membres de groupe Kuluna pour jet des projectiles par la police dans la commune de Ngaliema. Vous l'avez également suivi dans cette édition et à l'international pour garantir 35% d'intérêts nationaux dans la première mine de lithium au Mali, Goulamina. Le gouvernement malien a signé un accord où l'État peut obtenir 30% d'intérêts de projets miniers. Fin totale de ce journal, Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez branchés au programme de Géopolis Télévision. Juste après, vous aurez l'émission Au coin du feu présentée par Willy Kalingai. Agréable soirée à vous.